En tant que président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, Monsieur Mazouki, que vous avez occupé depuis de 1989 jusqu'à 1994, si je ne me trompe pas. Quelle idée vous vous êtes faite de tout ce qui est arrivé à Julian Assange en cours de ces dernières 10 ans et pour avoir révélé des crimes à l'État et surtout de l'armée américaine? Eh bien, d'abord, merci à Presenza de donner cette occasion d'abord de faire votre connaissance. Je suis un homme de Merci la à vous. société civile, j'ai beaucoup travaillé dans les ONG, donc je me sens tout à fait à l'aise avec vous. Merci encore une fois pour cette invitation. Oui, je reste encore un militant des droits de l'homme et je suis de ce point de vue-là extrêmement sensible à la question de Assange. D'ailleurs, vous le savez peut-être, en 2012, je l'ai eu, j'étais président et je l'ai appelé de Carthage. On a eu une communication, lui et moi, donc de Carthage. Lui, il était donc dans cette ambassade prisonnier. Et je lui avais dit carrément que je serais très heureux de le recevoir en Tunisie en tant que, je ne dirais pas en tant que réfugié politique, mais en tant que militant des droits de l'homme. Donc, il était le bienvenu en Tunisie. Et je suis sûr que s'il avait pu avoir le droit de sortir, il aurait probablement hésité entre 2 ou 3 pays, mais en tout cas, il aurait été accueilli très favorablement en Tunisie. Pourquoi? Parce que j'étais toujours scandalisé de la façon dont il a été traité. En fin de compte, cet homme a fait quoi? Il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui être un lanceur d'alerte. Aujourd'hui, la démocratie ne peut pas vivre sans les lanceurs d'alerte. Et sans eux, il y aurait énormément de crimes qui seraient passés inaperçus. Donc cet homme a fait son devoir de lanceur d'alerte. Il a dit ce qui devait être dit sur un certain nombre de crimes, dont malheureusement, vous savez que le président sortant est en train de gracier un certain nombre de ces criminels, ce qu'ils ont fait en Irak. Donc pour moi, c'est un homme qui a fait son devoir, qui a fait son devoir de citoyen et de militant des droits de l'homme, et c'est la raison pour laquelle je considérais qu'il serait le bienvenu dans ce pays qui était la Tunisie, qui était à l'époque, qui est toujours encore, je l'espère, un terrain pour accepter les militants des droits de l'homme. Voilà, donc moi je suis totalement, depuis le début, à la fois quand j'étais au pouvoir et aujourd'hui quand j'ai quitté le pouvoir, je suis totalement à 100% avec le cas d'Assange qui m'interpelle, qui est un cas typique de violation des droits de l'homme. Bien, ben, j'imagine bien. Et vous avez été le médecin personnel de Nelson Mandela et pendant votre mandat présidentiel, ayant fait beaucoup à propos sur les droits de l'homme dans votre pays, est-ce que vous auriez des questions à poser à ceux qui tiennent prisonniers et torturent, évidemment, Assange? Surtout parce qu'il est emprisonné, il est tenu prisonnier dans un pays démocratique comme le Royaume-Uni. Oui, d'abord, je tiens à corriger une information. Je ne suis pas le personnel, je n'ai pas été le médecin personnel du président Mandela. J'ai rencontré le président Mandela en 91 avant qu'il soit président et j'ai eu une longue conversation avec lui sur les droits de l'enfant, notamment parce qu'à l'époque, on discutait des droits de l'enfant. Et malheureusement, je l'ai vu une deuxième fois quand je suis allé représenter la Tunisie à ses obsèques. Donc, j'ai vu cet homme debout, un grand homme debout, et j'ai vu cet homme, ça m'a fait énormément de la peine de le voir sur son catafalque. Et pour moi, c'est un maître. Donc, mais je n'ai pas eu l'honneur d'être son médecin, ne plus que parce que lui, il a vécu essentiellement en Amérique du Sud et moi en Tunisie. Mais pour moi, c'est mon maître spirituel. Et pendant tout le temps où j'étais à Carthage, j'avais son portrait derrière moi. Je n'avais pas le portrait d'un Tunisien, mais j'avais le portrait de Mandela derrière moi. Et donc, pour moi, il y a, je dirais presque un parallèle entre Mandela et Assange, parce que Mandela a été prisonnier pendant 27 années dans une petite cellule, parce que tout simplement, il s'était levé contre les crimes de l'apartheid. Et Assange est aussi, d'une certaine façon, prisonnier depuis combien, 9 ans maintenant, où il a été prisonnier pendant des années, des années. De la même façon, parce que aussi, il s'est levé contre un crime. Et alors, ce qui est le plus aberrant dans toute cette affaire-là, c'est que
Mandela, on peut accepter, on peut comprendre qu'il ait été emprisonné par un régime d'apartheid, un régime raciste, un régime sans droit, etc. Mais qu'il ait été prisonnier et qu'il ait été traité de cette façon-là par un État démocratique, ça dépasse toute l'imagination. Sauf que malheureusement, quand on a été chef d'État, on sait que derrière chaque État, quel qu'il soit, il y a l'apparat, il y a ce qui t'apparaît, et ensuite il y a la cuisine, il y a l'arrière-cour. Et l'arrière-cour de tous les États, y compris les États démocratiques, c'est pas très propre. C'est jamais très propre. Donc, tous les États dysfonctionnent par rapport aux idéaux affichés. Mais on s'attendait quand même à ce que la Grande-Bretagne, elle, avec sa tradition démocratique, avec le fait qu'elle est le siège d'Amnesty International, Amnesty International a son siège à Londres, on se serait attendu d'un type de comportement. Mais malheureusement, là, j'ai vu que, je dirais presque la lâcheté des autorités britanniques devant les pressions américaines. Ils ont accepté donc cette situation qui est une situation totalement indue, infâme. Je pense que malheureusement, les dirigeants britanniques ne se sont pas grandis avec cette affaire-là. Est-ce qu'ils vont se rattraper? Je ne sais pas. Alors évidemment, ils se cachent derrière le droit en disant non, non, c'est le droit, c'est la légalité. Mais tout le monde sait que c'est une affaire politique par excellence et que s'ils avaient voulu, ils auraient pu trouver une solution permettant à Assange, qui n'est pas citoyen britannique, qui n'est pas citoyen américain, donc de jouir des moindres des droits qui sont les droits que la justice britannique reconnaît à tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est toujours un fait politique. Bah, la troisième question, c'est que diriez-vous à ceux qui persistent à garder le silence au gouvernement, aux journalistes qui tentent de cacher les erreurs commises en Afghanistan, en Irak et dans les nombreux autres contextes. Mais c'est vrai, est-ce que je voudrais élargir un peu la question, est-ce qu'on pourrait dire quelque chose, est-ce qu'on pourrait vraiment interagir avec ces personnes, avec ces gouvernements, ces journalistes et ces politiques-là, à votre avis? Mais vous savez, le silence est un silence totalement inacceptable parce que, et là aussi, malheureusement, dans la presse comme dans la classe politique, vous avez de tout. Il y a des hommes et des femmes qui sont là pour défendre des droits, il y a des hommes et des femmes qui sont là pour défendre des intérêts. Je pense que tous les journalistes et tous les qui se sont pas mobilisés pour le cas d'Assange, parce qu'en fin de compte, c'est l'homme qui défend la liberté d'expression, la liberté de l'information, la liberté de diffuser de l'information, surtout quand elles sont aussi importantes pour la paix et la sécurité du monde. Donc, je pense que beaucoup de gens ne se sont pas grandis face à la menace américaine, face au fait qu'il puisse être interdit de rentrer aux États-Unis, que sais-je, d'avoir. Ils auraient dû, les gens auraient dû prendre plus cause. Mais bon, quand il s'agit de s'attaquer à des pays, des petits pays ou à des gouvernements faibles, ok, tout le monde se lance, on va attaquer tel gouvernement africain pour des violations des droits de l'homme. Mais quand il s'agit de s'attaquer aux États-Unis, de dire non, non, il y a des violations des droits de l'homme aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui hésitent. Et ça ne les grandit pas. Mais heureusement, il y a des gens comme vous qui sont capables, malgré toutes les difficultés, malgré tous les risques, tous les problèmes, de prendre leurs responsabilités. Donc, je reste quand même optimiste par le fait que malgré toute la pression qu'ont mis les Américains dans le cas d'Assange, il y a encore des gens qui sont capables de se dire non, on ne veut pas de ça, cet homme est un lanceur d'alerte, cet homme est un militant des droits de l'homme, il doit être traité respectueusement, il doit être libéré et on doit arrêter ses poursuites contre lui. Oui, et donc, oui, garder le silence, c'est un fait remonte au secret d'État. Pensez-vous qu'il est juste qu'il n'y ait pas de secret d'État et que ceux qui commettent des crimes, même s'ils occupent des postes politiques et militaires, devraient-ils être poursuivis? Ben oui, là, il y a une justice pour tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme est très claire là-dessus. Je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a une marraine, et c'est Eleanor Roosevelt, donc c'est une Américaine, et que donc les Américains ont eu un rôle important dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui la renier?
Et cette déclaration, elle est claire. L'article 5 est très clair. Il est l'interdiction totale et absolue de torturer des gens. Et aujourd'hui, ce que subit Assange, c'est une torture. Bon, le secret d'État, vous savez, le secret d'État, ça va et ça vient. C'est qui définit le secret d'État? Ce sont les gens qui ont peur que leurs crimes soient dévoilés. Mais qu'est-ce qui est le plus important? La vérité, la paix, le droit du peuple américain de connaître tout. Est-ce que ça, c'est pas plus important que des soi-disant secrets militaires qui consistent à cacher des crimes et en plus à les pardonner? Parce que moi, ce que je ne pardonne pas à Trump, c'est actuellement d'avoir pardonné des crimes qui ont été révélés, entre autres choses, du moins en partie par Assange et les gens qui lui ressemblent. Non, vous savez, cette logique de l'État autoritaire ou de l'État ou des formes autoritaires au sein du régime démocratique, ça on connaît. Ça on connaît et ça ne va jamais changer. Ce qui est important, c'est que la société civile, les peuples, eux, disent non, non, il y a quelque chose de plus important que vos secrets, qui sont des secrets de polichinelle, parce qu'on finira toujours par les connaître. La chose la plus importante, c'est le droit des peuples, à savoir le droit de la justice à se saisir de tous les crimes, parce que c'est comme ça qu'on pourra avancer. Ouais, ouais. Et à propos de l'interview qu'Assange a donnée à l'ancien président de l'Équateur, Rafael Correa, il a parlé d'un dialogue que vous avez eu sur les pouvoirs limités des présidents. À votre avis, est-ce qu'il existe des obstacles face aux responsables d'un gouvernement et des obstacles qui tentent d'imposer des pouvoirs forts à ceux qui veulent vraiment changer les choses? Oui, bien sûr, vous savez, un président, ce n'est pas quelqu'un de tout puissant. Un président, quand il arrive au pouvoir, il a une bureaucratie, il a des traditions de pouvoir avant lui, il y a des lobbies extrêmement importants, il y a des industries derrière, il y a des intérêts colossaux, puis ensuite, ça s'en prend pas intérêt à lui, il voudrait se faire réélire, etc. Donc, pour rester fidèle à des convictions, c'est extrêmement difficile parce que vous allez évidemment entrer en contact avec les lobbies économiques, avec les services secrets qui sont là, qui ont leur propre politique parce que vous savez, les présidents, ça va et ça vient, mais les services des sécurités ou les lobbies économiques, eux, ils sont constants. Ils ont 20 ans, 30 ans de fonctionnement. Donc, c'est effectivement difficile. Ceci étant, les présidents sont quand même capables de faire des choses. Personnellement, quand je suis arrivé en Tunisie, j'ai interdit la torture et ça a été respecté. C'est-à-dire que dans les réunions que j'avais avec le Conseil national de sécurité, que ce soit les militaires et la police, j'ai dit la torture, c'est fini en Tunisie et ne venez pas me raconter ceci ou cela. Et il n'y a pas eu de cas de torture, ou en tout cas, s'il y en a eu, c'était des vraies bavures individuelles, mais la torture qui était quelque chose de systématique, ce qu'on a dit, a cessé. Donc, malgré tout, on peut faire des choses. Et nous avons fait des choses, et heureusement, c'est comme ça que les sociétés peuvent avancer. Ouais, ouais. Et Assange est mis en examen avec l'Espionnage Act, qui est une loi américaine qui remonte à 1917, écrite contre les traîtres à la patrie. Mais les États-Unis ne sont pas sa patrie, car il est en fait australien. Et il n'a trahi personne. Au contraire, il a dénoncé les gouvernements et les militaires qui ont commis des crimes très graves et ont trahi vraiment leur patrie et ses citoyennes. Quel est votre point de vue à ce propos? Mon point de vue, c'est que ça n'a rien à voir avec l'espionnage, ça n'a rien à voir. C'est une simple vengeance et surtout un exemple. C'est-à-dire que, voilà, on veut que Assange soit un exemple. Voilà, si vous faites, si vous osez divulguer, etc., voilà ce qui peut vous arriver. Donc, on essaie de faire d'Assange un exemple pour, littéralement, pour intimider tous ceux qui voudraient faire la même chose. Encore une fois, moi, je comprends que n'importe quel pays garde un certain nombre de secrets militaires. Moi-même, j'étais en position il y avait un certain nombre de choses qu'on ne diffusait pas, mais qui étaient en rapport avec vraiment la sécurité du pays.
Vous ne divulguez pas là où vous avez vos militaires, vous ne divulguez pas là vos plans d'action contre les terroristes, etc. Mais quand il s'agit de crimes ou de bavures commises par les forces de sécurité, là, ça n'a plus rien à voir avec la sécurité nationale. La sécurité nationale, au contraire, ça consiste à ne pas accepter des bavures, à ne pas tolérer que des soldats tuent en mission, comme ça s'est passé en Afghanistan. Ça, c'est pas acceptable. Il y a une confusion entre ce qui est véritablement un secret d'État et qu'il faut conserver parce que l'État a besoin aussi de garder des secrets, et entre le fait de cacher des crimes. Ça n'a rien à voir. Cacher des crimes, c'est pas un service, ça relève pas du secret d'État. Parce qu'en principe, les États ne sont pas des criminels. En principe, les États ne protègent pas le crime. Donc, on ne peut pas dire que ça fait partie du secret d'État. Donc, pour moi, l'attitude des gouvernements américains n'a rien à voir avec le secret d'État. C'est tout simplement, on cache, on veut intimider les gens pour que justement, ils ne recommencent pas. Et ça pose un problème au niveau du fonctionnement de la démocratie américaine. Ça, il faudrait que nos amis américains, eux, posent la question de ce genre de loi, de ce genre de comportement. Parce que ce qui met en difficulté, c'est leur propre démocratie, indépendamment de l'influence qu'il y a sur le reste du monde. Et encore une fois, Assange n'est ni américain ni anglais. S'il doit être jugé, il faudrait qu'il le soit en Australie, par exemple, certainement pas par les États-Unis. C'est à propos de Fatou Bensouda, Oui. procureur en chef de la Cour pénale internationale à la suite de l'enquête sur les crimes de guerre commis par Israël en Palestine et les États-Unis en Afghanistan, a été menacé, sanctionné par le gouvernement américain avec d'autres membres de la Cour pénale internationale. Comment avez-vous reçu cette nouvelle et qu'aimeriez-vous lui dire à Bensouda, bien sûr, si vous vouliez lui envoyer un message? D'abord, j'ai eu le plaisir de recevoir Fatou Bensouda quand j'étais président, parce qu'elle est venue me voir pour une histoire un peu similaire mais différente. Il y avait une fronde des chefs d'État africains qui ne voulaient pas que l'Union africaine reconnaisse, si vous voulez, le rôle du tribunal pénal international. Parce que les chefs d'État africains se sentaient menacés en disant non, non, le tribunal international ne poursuit que les Africains, donc on ne veut pas ça. Et elle est venue me demander mon avis et mon appui, parce qu'elle voulait que le tribunal pénal international s'applique à tout le monde, y compris aux Africains, et en disant mais non, on ne veut absolument pas cibler les chefs d'État africains. Et moi, je dis, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a aucune raison pour que des chefs d'État africains se sentent plus visés ou aient une certaine protection parce qu'ils sont africains. Et donc, pour moi, c'est une femme courageuse. Et je lui dis, pour cette affaire donc, de chef d'État africain, je lui dis, je vous donne tout mon appui. La Tunisie votera pour que justement le tribunal pénal international ait droit de regard sur tout le monde, y compris sur mes chers collègues. Et là, effectivement, je vois qu'elle est intimidée, disons. Mais pour moi, cette femme, elle ne se laisse pas intimider et je lui apporte mon soutien le plus total et je l'encourage à continuer. Et voilà, donc c'est grâce à des hommes et des femmes comme elle que ce processus d'un état de droit international se met en place et c'est ça la chose la plus importante. Bien. Merci. Et, oui, c'est fini les questions, mais en conclusion, est-ce qu'il y a quelque temps, vous avez annoncé votre sortie de la politique? C'est vrai, c'est pas vrai? Quels sont vos programmes pour le futur? Oui, je suis sorti de la politique tunisienne, c'est-à-dire pour la lutte de pouvoir en Tunisie, mais je reste militant des droits de l'homme, donc je reste très actif dans la défense de la cause palestinienne, par exemple, où je suis très impliqué. On est en train de mettre en place un conseil national arabe pour la promotion de la démocratie et pour la défense donc du printemps arabe qui est extrêmement menacé. Donc je reste très actif. Je fais partie d'un groupe de sages africains, entre guillemets. Nous nous réunissons tous les ans. Nous sommes à peu près une dizaine de chefs d'État africains
qui ont été des chefs d'État africains démocratiques et qui n'ont pas d'histoire de corruption, etc. Donc c'est un club très fermé et nous nous réunissons tous les ans pour réfléchir sur l'avenir de l'Afrique, sur le développement de stratégies de développement, etc. Donc je suis très actif sur le plan africain, sur le plan arabe, mais j'ai effectivement évité, je veux m'éloigner de la scène politique tunisienne qui actuellement, bon, pour le moment, n'a pas besoin de moi. Disons, moi j'ai fait mon travail, j'ai lutté contre la dictature, j'ai eu l'honneur d'être le premier président élu démocratiquement après le printemps arabe. J'ai travaillé beaucoup pour laisser une constitution qui protège les droits de l'homme, qui protège les libertés publiques, qui protège la Tunisie contre le retour de la dictature. C'est moi qui ai promulgué cette constitution. Donc j'estime que j'ai fait l'essentiel du travail. Maintenant, je peux me développer ailleurs. Voilà. Vous continuez. Bon, vous avez dit que la Tunisie n'a plus besoin de vous, parce que c'est vrai un peu, hein, parce qu'elle est florissante maintenant et vraiment c'est une île, hein, un peu dans le milieu arabe. Et bon, je voudrais terminer avec l'invitation de vous avoir une fois à Milan pour une rencontre publique et surtout pour donner l'espoir à tous les participants que changer, c'est possible. Et vraiment, le parcours vers la justice, les droits de l'homme, etc., c'est possible. C'est un parcours possible pour tout le monde. Très bien, très bien. Oh, et comptez sur moi aussi. Là. Moi, tout ce qui va dans à la fois la rencontre des peuples, des civilisations, tout ce qui est défense des droits de l'homme, quel que soit le contexte, vous pouvez toujours compter sur moi. Je suis soldat, discipliné et toujours prêt à monter pour n'importe quelle bataille.